Bienvenue sur le direct, la quotidienne spéciale élection législative. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous sur le plateau de la quotidienne le professeur universitaire politologue M. Mustapha Slimi. Mustapha, bonjour. Bonsoir. En ce moment même, les Marocains sont en train de voter. D'abord, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur la campagne électorale? Est-ce qu'elle a été à la hauteur des Marocains? C'est une campagne électorale qui présente au moins trois traits particuliers. Le premier, c'est qu'en principe, l'offre partisane est très large puisque 32 partis étaient en lice. En 2011, il y en avait 31. Donc c'est un large spectre qui est couvert par le système partisan. Il s'ensuit, c'est la deuxième observation, qu'on a eu droit à 32 programmes. Et la troisième observation, c'est que sur cette base-là, il y avait donc la possibilité pour les électeurs d'avoir à effectuer des choix. Sur le papier, c'était des élections qui n'étaient pas sans choix, c'était en principe des élections qui devaient offrir une large gamme d'options et d'inclinations poussant au vote. Cela dit, c'est une évaluation différente que je fais. D'abord, pour ce qui est de l'offre partisane, de 32 partis, il y en a 8 qui tiennent la route. Le reste, il y a une bonne vingtaine. Déjà, le nombre 32 partis, pour vous, est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Ça dépend ce que proposent ces partis-là. Je ne m'arrêterai pas à cette arithmétique, si vous permettez. Je m'arrêterai plutôt au parcours et à la spécificité de chacun d'entre eux. Il peut y avoir un parti qui n'a que 2 sièges dans le Parlement sortant, ou un, mais qui représente une spécificité dans le champ politique national. Je voudrais vous rappeler que dans les années 70 et 80, un parti comme le PPS n'avait qu'un siège d'abord, puis 2, avec Eliata et avec Ismail Alaoui, mais qui occupait une fonction importante dans le débat national. Donc je reviens à ce que je disais, c'est-à-dire il y a 32 partis, il y en a 8, une petite dizaine qui peuvent être distinctifs. La vingtaine qui suit, c'est une, à mon avis, c'est une perversion du pluralisme. Il y a des partis qui se réduisent à un appartement de 15 mètres carrés avec une secrétaire, où le chef du parti attend la subvention pour acheter une voiture, je sais de quoi je parle, et donc ça se réduit à cela. Alors pourquoi on a ce système partisan éclaté? Parce qu'il y a un problème d'ego. Fondamentalement, il y a un certain nombre de profils qui veulent être chefs de parti, au même titre que les grands partis qui en parcourent. Maintenant, pour ce qui est des programmes, j'ai été frappé par 2 paramètres. D'abord, l'extrême détail des mesures proposées par un certain nombre de partis, dont l'Istiqlal qui a proposé 556, le PJD qui en a proposé 255, l'USFP qui a proposé 555. Bien, alors quand vous lisez cela, évidemment, il y a de tout, c'est-à-dire du détail jusqu'au l'important, etc. Et ça ne permet pas à l'électeur de savoir exactement de quoi il retourne. Quels sont les électeurs qui ont lu ces partis politiques? Pardon, quels sont les électeurs qui ont lu ces programmes? Mais comparativement à l'année 2011, est-ce qu'on est dans la même configuration? Il y a quelque chose de différent par rapport à 2011, et à mon avis c'est une rupture par rapport à un système partisan qui prévalait depuis le lendemain de l'indépendance. Qu'est-ce qu'on avait pendant le demi-siècle qui a suivi l'indépendance? On avait un système de partis où d'un côté il y avait les formations issues du mouvement national, Istiqlal, USFP, Istiqlal, UNFP, USFP et PPS d'un côté, et de l'autre côté, des partis dits administratifs. Ça a commencé à l'époque, au début des années 60, par le FDIC, puis le RNI en 78, puis le PND créé en 81, puis l'UC.
Donc la vie partisane était articulée autour de ces deux pôles, les partis dits du mouvement national et d'un autre côté les partis dits administratifs, les partis dits héritiers du mouvement national étant porteurs d'une légitimité historique, d'une épaisseur, d'un parcours incontestable. Ce qui est nouveau, c'est la transition qui s'est faite dans la dilution de cette bipolarité. Cette opération s'est faite en 1996, avec le vote oui des trois partis de la Koutla pour la Constitution de 1996. C'est la première fois dans notre histoire constitutionnelle que les trois partis, notamment le parti de l'USFP, votaient oui à une Constitution. Ensuite, 2 ans après, il y a eu une autre étape, c'est le cabinet d'alternance dirigé par Abdelrahman Youssi, premier secrétaire de l'USFP. À ce moment-là, s'est fait une opération de dilution de l'altérité qui existait entre les partis du mouvement national et les partis administratifs. Et c'est tellement vrai que cette transition a commencé en 1998, elle s'est poursuivie jusqu'à 2011. Dans 3 cabinets successifs, Yousfi, cabinet d'alternance 98-2002, Jouto 2002-2007, qui n'est pas partisan, et puis Abbas Fassi, secrétaire général du Parti Sirnel de 2007 à 2011. Ce qui est nouveau, et là je vais répondre à votre question, c'est que pour la première fois, tous ces partis-là, qu'ils soient issus du mouvement national ou dits administratifs, ont été supplantés par 2 nouveaux venus. Il y a un chef de parti que vous connaissez qui s'appelle Mohamed Ziane, dirigeant du parti marocain libéral, qui dit ouais, ce sont 2 partis qui sont tombés du ciel. Voyez. Alors, il y a donc une autre équation qui est en train de se monter et elle se vérifie aujourd'hui par ceci. Quels sont les partis qui polarisent maintenant le débat national? Ce sont précisément ces nouveaux venus. En l'occurrence, donc, le PJD, la formation islamiste de Benkiren, et de l'autre côté, le PAM, créé en 2008-2009, qui s'est affirmé comme l'un des premiers partis de notre système partisan. On va passer à la deuxième question qui nous concerne tous et qui est le taux de participation. Vous savez comme moi qu'à midi, le taux de participation au niveau national était de 10%, selon bien sûr le communiqué du ministère de l'Intérieur. Alors qu'en 2011, ce taux était de 11,5%, à la même heure bien sûr. Comment expliquez-vous ce désintérêt des Marocains qui est a priori un vote de sanction? Ou on ne peut pas se prononcer tout de suite? Oui, vous avez raison d'être prudente, parce que nous n'avons pas les résultats définitifs. Cela dit, on peut dire ce qui suit. Il était apparent que la mobilisation de l'électorat allait être moins forte qu'en 2011. Pourquoi? 2011, c'est une année particulière d'effervescence, une année dans une conjoncture enfiévrée, le printemps arabe, le mouvement de février, la nouvelle constitution, le référendum, les élections du 25 novembre, etc. Donc il y avait quelque chose qui bougeait dans la dynamique sociale. Ça a donné un taux de 45,40%. Cette situation-là est une situation singulière, particulière, liée à des circonstances. Elle ne se retrouve pas en 2016. Pourquoi? Parce que maintenant, le parti qui est arrivé premier en 2011, en l'occurrence le PJD de Benkiren, à l'époque, en 2011, était considéré comme porteur d'espoir et de changement. Pour le Marocain. C'était le seul parti qui n'était pas comptable d'un bilan. Et je ferai le parallèle avec le statut qu'a eu l'USFP en 1998 dans le cabinet d'alternance, où il y a eu beaucoup d'espoir avec ce cabinet d'alternance, parce que ça faisait 40 ans que ce parti avait été écarté de la direction des affaires publiques du gouvernement, et donc il y avait beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, l'état d'esprit des citoyens, des électeurs est différent. D'abord, à l'égard de ce parti islamiste, le PJD, ils ont l'occasion de faire un bilan. 5 ans. Ça te laisse le temps de faire un bilan. Deuxième observation dans ce même sens, c'est un parti qui a beaucoup promis. Il a promis, dans sa campagne électorale en 2011, il avait promis 8% de croissance.
Dans le programme de gouvernement de fin janvier 2012, il a réduit ça à 7. Il a promis la création de 150 000 emplois, la réforme fiscale, l'éducation, de la justice, tout ça, etc. Et donc, il est en plus desservi par le fait que le quotidien du citoyen ne s'est pas globalement amélioré. C'est vrai, il faut être juste. Il y a des catégories particulières qui ont connu une amélioration de leur situation. Je pense au doublement des bourses des étudiants. Il y a 285 000 étudiants qui ont des bourses. Les veuves, il y a 46 000 veuves qui ont une pension. Il y a un fonds de cohésion sociale, etc. Mais ce sont des mesures catégorielles qui peut-être relèvent d'une préoccupation électorale et politicienne. Mais enfin, on ne peut que se féliciter que ces catégories-là voient leurs conditions s'améliorer. Pour le reste, évidemment, le bilan de ce gouvernement est sujet à caution. Et ce qui est intéressant, c'est que le passif de ce gouvernement est imputé au PJD. Il n'est pas imputé à ses alliés, en l'occurrence le RNI, le MP et le PPS. Les ministres du PPS ont fait, à mon sens, du bon travail, notamment dans le secteur social. Les ministres du MP se sont distingués plutôt par des affaires scabreuses, mais je dirais même lamentables, que par un bilan, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit ailleurs, etc. Les ministres du RNI, en revanche, avec leur participation, oui, en octobre 2013, avec leur participation, ont pris en main le pôle économique et ils ont tenu à accompagner et à mettre en œuvre des réformes importantes. D'ailleurs, ces ministres du RNI ne revendiquent dans le bilan du gouvernement que ce qui a été fait depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis leur participation. Tout ça fait que les électeurs se retrouvent finalement avec des partis qui présentent 2 particularités. Un, leurs programmes sont pratiquement interchangeables. Moi, je peux faire le test avec des étudiants, des jeunes, enlever le nom du parti et leur lire 5 programmes et leur dire quel est le parti. C'est difficile, c'est toujours le même, l'emploi, l'habitat, le ceci, la santé, etc. Et c'est des programmes qui pêchent sur 2 points, tous. Un, ils ne fixent pas des objectifs précis avec les conditions de réalisation de ces mêmes objectifs. C'est quoi les conditions de réalisation? C'est la mobilisation financière, les réformes d'accompagnement structurel, organisationnel, etc. Deuxième réserve, on a un programme législatif sur 5 ans, mais il faut qu'il y ait un agenda législatif, c'est-à-dire des priorités, des séquences et les moyens de passer d'une étape à une autre pour donner visibilité à sa politique. Ça n'est pas le cas. D'accord. Et pour enchaîner justement, comment vous voyez les résultats de ces élections? On aura les résultats dans la soirée. Vous avez plutôt la participation dans la soirée, mais les résultats c'est demain. C'est demain au milieu de la journée. D'accord. Nous, on espérait les avoir ce soir. Donc, mais vous, d'ores et déjà, vous avez donné des scénarios possibles pour les coalitions, pour les partis qui pourront éventuellement être en tête. Pouvez-vous nous en dire plus? Je ne prends pas un grand risque, je crois, en avançant qu'il me semble bien que le PJD arrivera premier. Pourquoi? Parce que c'est une machine électorale efficace. Et c'est un parti qui a tiré le profit des scrutins de 2011 et de 2015. La machine organique s'est opérationnalisée et ils savent comment faire. La campagne du PJD n'est pas celle du PJD d'avant 2011, où il était dans l'opposition et à peine toléré. Donc il y a un savoir-faire. Sur le fait qu'ils peuvent l'emporter, ils peuvent l'emporter. Demain, comme vous dites. Mais en termes de nombre de sièges, je serai... Voilà, c'était à 107 sièges. Alors il y a 2 approches qui sont en débat. Il y a ceux qui disent il y aura un raz-de-marée de 120, 130, peut-être même plus, parce qu'il y a un électorat motivé, ce qui est vrai, discipliné. Et puis il y a une autre approche qui est la mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. Moi je pense qu'ils feront moins que 107, ils feront 10 à 15 sièges de moins, et je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Un, ils sont comptables d'un bilan.
de l'électorat PJD de 2011 n'est pas celui de 2016. Pourquoi? Parce que qui a voté pour le PJD en 2016? Leur matelas électoral, qui est de 600-700 000 voix, sont fidèles au PJD. Et deux autres catégories particulières d'électeurs. Il y avait ceux qui, sans être PJD, disant bon, ils sont nouveaux, ils ont l'air sérieux, vertueux, on va les aider, etc. Et aussi le taux de participation, vous n'y croyez pas? C'est-à-dire que bon, l'année dernière, on était à un taux de participation qui a dépassé les 50%. Mais c'était les communales et les régionales. Voilà, non, même les législatives en 2011. C'était 45, non, c'était 45,40%. Donc, et il y a une deuxième catégorie d'électeurs qui n'a pas voté pour le PJD, c'est pas un vote d'adhésion, mais c'est plutôt un vote de sanction contre les sortants. Et les sortants, c'était qui? C'était l'Istiqlal, le RNI, l'UC n'était pas au gouvernement, l'USFP, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu ce vote de sanction, surtout qu'il y a eu l'erreur, à mon sens grossière, de la formation du G8 en octobre 2011, c'est-à-dire à 6 semaines du scrutin du 25 novembre. Et c'est une affaire qui a été mal goupillée, et donc les électeurs ont dit on ne va pas encore donner nos voix à ces sortants qui en plus ont mis au point une formule tout à fait alambiquée puisqu'ils sont allés prendre des partis ailleurs, le parti socialiste quand même, le parti un parti islamiste de Mohamed Khalidi, etc. Khalidi, etc. Donc aujourd'hui, l'électorat de 2011 est, à mon avis, plus circonscrit. Il y a un électorat fidèle PJD, c'est 600-700 000 voix, pas plus, donc c'est ça. Et c'est pour ça que je suis plutôt enclin à penser que ce parti fera moins de 107. Moi, ma fourchette, elle est de 90-95, mais je peux me tromper. Ouais. Pour les autres partis, il y a des ajustements qui vont se faire. Nul doute que le PAM, qui a 42 députés dans le Parlement sortant, va au moins doubler son score. Il va faire 85-90, et je pense qu'entre le PJD et le PAM, ça sera dans un mouchoir entre 5 et 10. Et on verra demain soir, entre 5 sièges différents, on verra demain soir ce qu'il en est. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une machine maintenant. En 2011, ce n'était pas une machine. Maintenant, c'est un parti structuré, organisé, avec des relais qui bénéficient du soutien de la jeunesse, du réseau des notables, etc. Et donc, c'est une machine qui sait faire les élections, qui sait faire campagne et qui occupe le terrain. Et qu'en est-il des autres partis, justement, qui se sont alliés avec le PJD? Alors, il y a le PPS. Rapidement, bon, le PPS a scellé un pacte en avril dernier avec le PJD. Pacte, disons ceci, nous serons avec le PJD qui sera dans la majorité ou dans l'opposition. Ça pose un problème parce que autant on peut comprendre que le PPS, qui est un parti progressiste, puisse s'allier avec une formation comme le PJD, autant on ne peut pas comprendre qu'il s'allie avec lui, qu'il soit dans la majorité ou dans l'opposition. Donc ce n'est plus une alliance politique dans le cadre de législature, ça devient une alliance stratégique. Et ça pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes au sein du PPS, parce que je vous signale que le Conseil national du PPS en décembre 2011 a voté pour la participation à un gouvernement dirigé par le PJD. Il n'a pas voté au-delà. Et donc il y a là un problème qui va avoir des conséquences sur la vie interne du PPS. Pour ce qui est du RNI, du MP, le RNI s'est situé dès le départ, au lendemain des élections, dans l'opposition, et il n'est revenu à la majorité qu'en octobre 2013, suppléant le départ de l'Istiqlal. Et c'est un parti qui a gardé son autonomie et qui rebondit parce qu'il se prévaut des réformes économiques, ce qui a été fait pour ce qui est du pôle économique, et en même temps, il se présente comme un parti rangé dans le bloc et le pôle de la modernité, avec le PAM, avec l'USFP,
face à un autre pôle jugé conservateur et islamo-conservateur, c'est-à-dire le PJD. L'EMP est le parti qui a le moins d'impact, parce que c'est un parti qui observe beaucoup de réserves, qui ne se distingue pas par de grandes prises de position, et il a une fonction de supplétif, d'appoint. Et il ne peut pas être un parti faisant la décision dans un sens ou dans l'autre. Ils sont 32 députés sortants, ils vont revenir autour de la trentaine dans le schéma le plus optimiste, et donc ils seront qu'un appoint. Les partis structurants aujourd'hui, au lendemain de ce scrutin du 7 octobre, sont deux. Un, le PJD, et deux en face, le PAM, chacun avec des alliances possibles, mais la difficulté qui se présentera pour le PJD, s'il arrive le premier, il sera chargé, l'un des siens, en l'occurrence Ben Kiran, évidemment, sera chargé de diriger le gouvernement, ça sera de former... Oui, il faut de former une majorité. Donc ça c'est une difficulté, et j'exclus pas, ça c'est l'hypothèse B, j'exclus pas que, même s'il est nommé par le roi, et qu'il bénéficie du concours du PPS, il aura des difficultés à rallier l'EMP, mais surtout à rallier un parti ayant 50 à 60 députés, sinon plus, c'est-à-dire en l'occurrence, ça ne peut être que le RNI, l'Istiqlal ou le PAM. Avec le PAM, c'est exclu, compte tenu de l'opposition entre les deux blocs, et donc nous entrons dans un schéma qui n'est pas un schéma de stabilité gouvernementale, ni de stabilité d'une majorité. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Saimi, d'avoir été l'invité de ce spécial législatif 2016.